Salut, 2 secondes avant que vous lanciez la vidéo, il y a le timecode si vous voulez absolument skip. Je suis vraiment navré. Je suis vraiment navré parce que la vidéo fait très brouillon, que ce soit à l'écriture, que ce soit au montage, et ça c'est parce que je suis sur plein de trucs en même temps. Et je voulais qu'elle sorte jeudi, mais du coup non. De plus, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des témoignages. Alors je remercie encore ceux qui ont témoigné pour le projet, que ce soit écrit ou par vidéo. Incroyable, merci beaucoup. Il me manque des trucs à l'écriture et des liens que j'aurais pensé faire mais que j'ai pas pris le temps de faire parce que l'écriture je l'ai faite, j'ai refaite. Je voulais être sûr de ce que je disais mais il manque du coup de la théorie, de la pratique. Mais pour autant, ça amorce bien le sujet pour quand je le retravaillerai. Parce que je vais le retravailler absolument vu que le sujet m'intéresse de fou. Un peu brouillon, un peu mal foutu, je l'ai tourné en plusieurs fois. Il y a du coup des lumières différentes dans le truc. Et à un moment, j'ai une voix du matin. Je suis pas alcoolisé, c'est juste voix du matin. Je tiens à prévenir parce que vu que j'articule pas, on dirait vraiment que... Mais non, voix du matin. Pour ceux qui sont assidus sur la chaîne, il y a un message à la fin. Donc restez jusqu'au bout, jusqu'au crédit. Et pour les autres, profitez bien et belle découverte. L'identité, loin d'être une donnée fixe ou uniquement biologique, se crée à l'intersection de plusieurs dimensions, sociales, culturelles, psychologiques et symboliques. Elle est ce que nous sommes pour nous-mêmes autant que ce qu'on représente aux yeux d'autrui. On en a déjà parlé dans une vidéo que je vous invite à aller voir juste là. Dans ce cadre, le corps devient un support de narration, et le vêtement, un médium de cette mise en scène de soi. Il peut révéler une appartenance, une revendication, un refus. Pourtant, l'école et plus largement l'État tendent parfois à imposer des normes vestimentaires, notamment par le biais de l'uniforme scolaire. C'est la proposition de Roger Chudeau, un député du Rassemblement national. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à instituer dans les écoles et les collèges publics le port d'une tenue uniforme aux couleurs de l'établissement scolaire. Et la parole est à Monsieur Roger Chudeau, rapporteur de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, pour une durée de 10 minutes. La Commission des affaires culturelles et éducatives s'est réunie mercredi 14 décembre 2022 pour examiner la proposition de loi visant à instaurer le port obligatoire d'une tenue uniforme d'établissement pour les écoliers et les collégiens de l'enseignement public. Après 2 heures de débat, la Commission a rejeté la PPL. Ce vote de rejet a réuni pour l'essentiel des voix de la NUPES et de Renaissance. Ce qui les réunit est simple. C'est la détestation de ce qu'ils appellent l'ancien monde, qui est en réalité notre civilisation, notre culture, notre identité même. Je ne renonce pas à défendre une PPL qui va dans le sens du bien commun, qui contribuera à sa modeste mesure à redresser la barre du navire sans cap, sans pilote, sans boussole, qui est devenu notre système éducatif. Je veux croire que les appartenances partisanes peuvent être transcendées lorsque l'intérêt général commande. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Je tiens tout d'abord à excuser le ministre Pape Ndiaye, qui fait au plus vite pour nous rejoindre et débattre sur cette proposition de loi. La liberté, l'égalité et la fraternité est le fondement de notre contrat social. Mais l'égalité n'est pas l'effacement de toutes les différences. Elle est précisément articulée avec la liberté et avec la fraternité. Cette mesure, qui prône la neutralité et l'égalité, nous pousse quand même à nous poser une question importante. Est-ce que cette réforme n'est pas surtout là pour formater dès le plus jeune âge? Est-ce que derrière les discours de cohésion, il n'y a pas une volonté d'encadrer l'identité, de réduire l'esprit critique ou encore de réprimer les formes d'expression alternatives? L'uniforme scolaire est souvent justifié à travers des arguments moraux ou alors républicains. Il gommerait les inégalités sociales, limiterait les distractions et favoriserait un climat propice à l'apprentissage. En 2023, Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation, a lancé une grande expérimentation de la tenue vestimentaire commune dans certaines écoles de France. Selon ses mots, il s'agirait de restaurer la concentration et de faire de l'école un sanctuaire de la République. Au final, il n'y a eu aucun résultat tangible à son expérimentation. Et ça, c'est parce que beaucoup de communes n'ont pas été jusqu'au bout, parce qu'ils n'ont pas eu la confirmation d'être financés par l'État. Du coup, l'expérimentation se poursuit en 2025-2026. Je vous invite alors à la suivre. Emmanuel Macron a lui aussi soutenu cette idée, insistant sur la notion de décence vestimentaire et de neutralité. Pourtant, cette volonté d'effacement des différences visibles est aussi une tentative d'uniformisation des mentalités. En imposant une tenue identique, l'école cherche à créer des citoyens standardisés, disciplinés, conformes. En bref, des corps dociles, selon la formule de Michel Foucault dans Surveiller et punir. C'est pas un hasard si l'uniforme est historiquement associé aux institutions militaires, policières ou scolaires. Il s'agit d'un code visuel d'appartenance, mais aussi de soumission. Il supprime les signes distinctifs de culture, de genre, de classe, mais en ce faisant, il supprime aussi la singularité des individus. Le vêtement, c'est depuis longtemps un marqueur de pouvoir. Sous la Révolution française, les sans-culottes refusent le pantalon aristocratique pour se tourner vers un vêtement plus populaire. Plus tard, sous les régimes totalitaires, l'uniforme devient un outil de propagande. Chemise brune du fascisme, vêtements maoïstes et uniformes nazis sont autant une tentative de créer des identités collectives et de supprimer la singularité.
Même dans la démocratie contemporaine, le vêtement reste un moyen d'incarner une idéologie. Le costume cravate reste le standard implicite de respectabilité politique, tandis que d'autres groupes choisissent volontairement de le rejeter pour représenter une rupture, comme les députés de la France Insoumise qui assument un look plus proche de la rue que du Sénat. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un exemple frappant. C'est pas un vêtement qui a été imposé, c'est un symbole distinctif de révolte. Un signe visible imposé à un pouvoir qui rend invisibles les marges. Loin d'être neutre, l'uniforme renforce souvent des normes genrées. Dans les expérimentations qu'il y a en France, il y a des visions très traditionnelles de l'uniforme. Au final, le garçon qui porte le pantalon et la fille qui porte la jupe. Et même quand on propose une version neutre, c'est le pantalon qui est priorisé, parce que le pantalon fait plus sérieux. On voit déjà comment les garçons sont plus considérés que les filles dans une vision plus traditionnelle. Et ça, c'est dénoncé par une étude de l'université de Cambridge. En forçant le port du pantalon pour tout le monde, on limite davantage les choix des filles que ceux des garçons, sans tenir compte des différences des filles. Cette uniformisation a donc un coût symbolique. Elle freine l'expression de la pluralité des identités de genre et marginalise celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans la binarité homme-femme. Des jeunes queer, trans ou non-binaires se retrouvent confrontés à une invisibilisation institutionnalisée, où l'espace du corps devient un champ de bataille idéologique. Et à l'image de l'idéologie qui alimente ce narratif, les stéréotypes de genre sont plus présents que jamais. S'ils sont moins nombreux que par le passé, chez les adolescents, certains de ces clichés regagnent du terrain. C'est le résultat de cette étude de France Stratégie qui fait le bilan de 10 ans de lutte contre les stéréotypes entre filles et garçons. Alors déjà, on parle de quoi? Un stéréotype de genre, c'est dire que les garçons sont naturellement plus bagarreurs parce que garçons, ou que les filles prendraient davantage soin des autres parce que filles. Ces clichés, ce sont des représentations mentales que l'on hérite de nos parents par exemple, mais ils se nourrissent aussi des inégalités dans la société. Chez les 18-24 ans, 56% considèrent que les mères savent mieux répondre aux besoins des enfants. C'est 6 points de plus qu'il y a 10 ans. Durant ce laps de temps, les mères sont toujours 30 fois plus nombreuses à prendre un congé parental. Pour les plus jeunes, c'est pire encore. Chez les garçons de 11 à 14 ans, ils sont 1 sur 3 à considérer que les hommes font de meilleurs chefs que les femmes, selon une enquête inédite de France Stratégie. La restriction traditionnelle et genrée, c'est pas seulement en France que ça se fait, au Japon aussi. La fille avec la jupe, le garçon avec le pantalon. Et ça, peu importe l'identité de genre des gens. Et du coup, on retrouve beaucoup d'élèves transgenres qui se retrouvent un peu perdus dans une société qui n'est pas adaptée à eux. Même dans les pays qui promeuvent une certaine ouverture comme le Canada, on observe que les tenues neutres restent souvent structurées selon le modèle masculin, notamment le pantalon, considéré comme plus professionnel, plus sérieux. C'est un biais structurel qui invisibilise les préférences esthétiques et identitaires associées au féminin. Et ça, c'est pas seulement dans les écoles. Dans les entreprises aussi, on a le style vestimentaire genré qui persiste. Jupe à talons pour les femmes, costard-cravate pour les hommes, malgré les évolutions de mentalité. L'imposition n'est pas forcément verbale, elle est là, dans les regards, dans les entretiens d'embauche, dans les attentes implicites. Face à cette pression normative, certaines communautés se réapproprient le vêtement comme forme de libération. Les furies, par exemple, développent un fursona, une identité animale symbolique qui vise à exprimer leur hypersensibilité ou même des fluidités de genre. En fait, il leur sert à exprimer toute forme de marginalité. Le projet Furscience montre que ces déguisements, loin d'être enfantins, constituent de véritables stratégies de survie identitaire. Ils permettent à ces individus de recréer un monde parallèle où leur identité et leur liberté d'expression sont valorisées, loin des dictats imposés par la société. Il ne s'agit pas de jouer avec les codes, mais de subvertir la réalité. Les furies remodèlent une vision linéaire et normée de l'identité humaine, en adoptant des figures hybrides et fluides. Ils prouvent ici que l'identité c'est malléable, multiple et a de constantes évolutions, sans avoir à répondre à des modèles traditionnels ou préexistants. Bonjour, je suis Nalcos Veliger et je suis Furie. Et depuis très longtemps. Je suis rentrée dans le fandom un peu de façon bête. Je dessinais des férales parce que je trouvais ça mignon. Le côté que ça soit très proche des animaux, mais qu'en même temps qu'ils parlent, je trouvais ça adorable. Beaucoup d'amis à moi m'ont parlé du furry fandom alors que j'avais à peine 12 ans. Depuis ce jour-là, je me considère comme Furie. J'ai créé mon Fursona, ma Fursona qui s'appelle Nova, qui est une louve blanche. Maintenant, on me connaît sous le nom de Nalco. J'adore les félins et c'était une évidence en fait d'être un gros chat. Il s'appelle Max. C'est ma première fursuite. J'ai acheté un peu sous un coup de tête après que mon chat est décédé. Ouais, c'est pas très joyeux, mais je voulais sortir, je voulais me faire des amis, j'étais Furie. J'avais eu de l'argent. Grâce à lui, j'ai rencontré plein de gens. Je me suis fait des amis que j'ai encore maintenant. Et c'était tout de suite après le Covid. Donc ça m'a permis de sortir et avoir une excuse pour sortir dehors. Car plein de gens voulaient me rencontrer et voulaient parler avec moi. Et c'était génial comme sensation. Ensuite,
j'ai acheté Lotus, que vous pouvez voir ici. J'ai une association qui s'appelle Midrabest et on crée des sorties régulièrement. Ça permet à des gens qui ont peur de sortir, qui n'ont pas beaucoup d'amis, de rencontrer des gens et surtout des gens de chez eux. Et ça, c'est important parce que à l'ère de tout numérique, on n'arrive pas beaucoup de se faire des amis qui sont dans notre coin. Alors la Fursuite, pour nous, c'est un peu la manière que les gens ont de nous reconnaître. Parce que vu qu'on nous connaisse avec des petits dessins, comment tu reconnais là-dessous la personne? Donc souvent, on a ce qu'on appelle des badges. Et du coup, ça nous permet de nous rencontrer en convention, par exemple. Et il y a même des conventions spécialement dans le Fury. Il y a des activités spécialement pour les gens qui ont des Fursuites et spécialement pour des gens qui veulent juste tester des trucs. Il y a 2 ans, il y avait un panel sur des piments. Ce qui a permis à l'un de mes amis de pouvoir parler de sa passion qui est peu commune. Le Fury Fandom, c'est un peu ça. On se déguise en grosse peluche parce qu'on a peur des autres et qu'on a peur un peu de s'assumer. Je suis une personne trans et grâce à Félix, grâce à Max et grâce à toutes mes Fursuites, j'arrive de jour en jour à m'assumer et pouvoir être qui je suis. J'arrive à mieux vivre ma dysphorie, par exemple. Malgré que ça se voit, ça s'entend encore, sous cette grosse boule de poils, on oublie facilement que la personne avec qui on parle n'est pas du bon genre, entre guillemets. Alors, le Fury Fandom, c'est surtout ça. C'est des dessins où on exprime toute notre créativité et surtout des grosses boules de poils qui adorent les câlins et qui essayent d'avoir un maximum de liens sociaux entre eux. On n'est pas du tout une communauté bizarre ou cringe, juste on est des gens qui s'amusent. Un peu comme les gens qui jouent aux jeux vidéo. Nous, à la place, on va dehors, on va sans costume, boire des verres. Et ensuite, de temps en temps, pour des jolies photos pour mettre sur Instagram, on met ces grosses peluches. Finalement, je le vis relativement bien, le regard que les gens ont sur moi. Autant ma famille ou des gens que je connais à peine qui découvrent que je suis Fury. Souvent, ils me reprochent les côtés bizarres de la communauté. Ou des youtubeurs qu'on ne citera pas, qui font aussi de l'ASMR et qui se déguisent en Minotaur, qui malheureusement blâment la communauté en voulant faire de l'humour. Malheureusement, du coup, ça nous colle à la peau. Parce que les gens imaginent qu'on est tous bizarres. Qu'on a tous des fétiches sur des personnages anthropomorphes, alors que la plupart du temps, pas du tout. Personnellement, j'aime juste le côté très fluffy et les animaux qu'on voit pas souvent, d'où la loutre. Alors, personnellement, quand dans la rue, je suis en full suit ou que je suis avec Félix, je m'en fous un peu que les gens me regardent bizarrement. Des fois, les gens nous aboient dessus. Des fois, les gens veulent nous tirer en laisse. Pour moi, c'est comme si tu te moquais de quelqu'un qui était en robe de mariée ou qui avait un jean. C'est juste un vêtement comme un autre. Ok, on est un peu poilu, on a des grosses griffes et des petits museaux. Mais au final, on veut juste s'amuser et faire des jolies photos. Et être avec nos amis en oubliant nos complexes. La fursuite n'est en rien obligatoire dans le fandom, mais disons que ça aide beaucoup pour se faire des amis et être contacté, on va dire. Alors c'est surtout un gros privilège, mais comme moi, si vous n'avez pas d'argent, parce que oui, ça coûte très très cher, vous pouvez vous la faire vous-même. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Ce genre de petits masques, ça s'achète aux actions, je crois pour même pas 9 €. Vous pouvez les recouvrir de fourrure, leur mettre des cornes, des oreilles, développer votre imagination et après faire des jolies photos, parler avec des gens, parler de comment vous l'avez créé et de tout l'univers que vous avez créé autour. En vrai, c'est que du positif. Alors on est très atypique, souvent on a des grelots et des pouic-pouic, mais au fond, on est gentil. Alors, les gens qui me regardent bizarrement, qui me traitent de zoo ou de pédo, je les regarde et je m'en fiche. Parce qu'au fond, je sais que je ne suis pas la personne qu'ils pensent être. Mais c'est comme si on résumait tous les gens qui regardent des mangas à des gens qui regardent que du hentai. Bien sûr qu'il y a des furies pour adultes ou qui font même leur contenu pour adultes. Mais ce n'est pas la majorité. La majorité sont comme moi, font des vidéos TikTok, font des peluches, des fursuites, des dessins, parlent sur Discord, font des événements, mais rien de tout ça. Juste du fun. Alors souvent, j'explique dans la rue à des jeunes qui ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. Ils ont vu 3 vidéos sur TikTok, une vidéo de Terriane, une vidéo de Asterion, et c'est fini. On est totalement catégorisés comme des gens cringe qui courent à 4 pattes et qui mangent des croquettes. Non. Les Terrianes ne sont pas du tout des furies. Les Terrianes sont une communauté à part de gens qui pensent qu'ils étaient un animal dans une autre vie. Certains furies sont Terrianes, mais souvent totalement séparés.
C'est comme les puppies. Les furies peuvent être puppies, mais souvent c'est une catégorie à part. Oui, ça se ressemble, mais c'est pas la même personne, pas les mêmes intentions et surtout pas le même but. Nigre en rien les deux autres communautés et souvent les gens se mélangent. Souvent dans la rue, quand les gens me prennent en photo ou qui me posent des questions, j'essaye d'être le plus clair possible. Et bien sûr, même expliquer aux parents que non, c'est pas bizarre d'être furie. Bien sûr qu'ils doivent quand même faire attention avec qui leurs enfants fréquentent, car comme toute communauté, la nôtre peut cacher du danger. Mais bien sûr, chez nous, c'est pas du tout accepté, on les refuse et on les bannit. Alors on a une jolie petite liste avec des gens à problème. Donc c'est peut-être un peu hardcore, mais nous, c'est notre manière à nous de protéger notre communauté et surtout ce qu'on fait. Merci de m'avoir écouté et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en section commentaires. J'y répondrai avec grande joie. De la même manière, le maquillage dans la culture drague ou chez des figures artistiques comme Pat McGrath devient un acte de transformation radicale, de brouillage des normes esthétiques et sexuelles. Il permet de se masquer pour mieux se révéler, selon une logique paradoxale également théorisée par Carl Jung, pour qui le masque est un pont entre l'inconscient et le monde social. C'est un témoignage de Katiusha qui fait partie de la communauté queer. Tout a commencé le jour où elle assiste à un drag show. Ce qu'elle voit sur scène la bouleverse. Pour elle, c'est une révélation. Un art libre total qui mêle théâtre, chant, danse et performance. Un espace d'expression unique, ouvert et accessible. Très vite, le drag devient plus qu'un exutoire, ça devient un outil politique. Katiusha se rend compte qu'il y a trop peu de prévention, trop peu de drag qui parle des douleurs qui la traversent. Issue d'une culture slave, elle choisit d'utiliser la scène pour éveiller les consciences, parler de la Russie, soutenir l'Ukraine, dénoncer les violences d'un régime. Avec d'autres artistes, elle a même organisé un show solidaire pour collecter des dons destinés au peuple ukrainien. Elle vit pas du drag, elle ne cherche pas la célébrité, mais ce qu'elle fait, elle le fait avec sincérité. Le drag est devenu sa thérapie, son moyen d'action, sa manière d'être au monde. Par contre, exister en tant que drag, en tant que personne queer, ça reste un combat. Les jugements, les critiques, ça peut blesser, ça peut user. Parfois, ça touche même à la santé mentale. Mais Katiusha a choisi de continuer, de se protéger, d'avancer et de créer malgré tout. Et comme elle dit, je pars du principe de m'en foutre et de me protéger de ça. Et continuer mes combats, faire partie de la communauté queer. On pourrait citer même Vivienne Westwood, une figure emblématique du punk, pour qui la mode, c'est politique. Dans sa biographie en 2014, elle déclarait « La seule raison pour laquelle je suis dans la mode, c'est pour détruire le mot conformité ». On peut aussi retrouver Michelle Obama, qui utilisait des choix vestimentaires pour incarner une femme puissante, noire, cultivée et subversive, dans un espace traditionnellement masculin et blanc, évidemment. Ici, le vêtement, il l'uniformise pas. Il libère, il revendique, il raconte. Même si le vêtement peut représenter une forme de pouvoir ou de distinction, il peut aussi devenir une forme d'oppression à travers des images figées, un rôle prédéfini ou une norme de beauté totalement inaccessible. Cette oppression, elle touche pas seulement à l'apparence physique, elle touche aussi à l'identité de la personne qui est obligée de s'y conformer. Le masque, au-delà d'être symbolique, il représente aussi un refuge contre les normes imposées par la société. Les mouvements queer, par exemple, ont largement utilisé le masque comme moyen de subversion. En se déguisant, ils peuvent transformer le corps et l'identité, parfois de façon radicale, pour échapper à une identité sociale oppressive. Le masque devient ainsi un acte de résistance, un moyen de se défaire des attentes extérieures et de se réinventer à chaque instant. Cette utilisation du masque, ça reflète aussi ce qu'on appelle l'identité performative. Pour Judith Butler, l'identité de genre n'est pas une essence, mais une série de performances sociales où le vêtement et le masque jouent un rôle central. Par exemple, dans les scènes drag, l'extravagance vestimentaire ainsi que la caricature des normes de genre, c'est une utilisation subversive. C'est un détournement des rôles sociaux. On a par exemple RuPaul avec sa fameuse phrase « We are all born naked and the rest is drag ». Ça illustre bien l'idée. Le vêtement, le maquillage, le masque, c'est des outils de pouvoir sur soi-même, mais aussi des armes pour déstabiliser les normes sociales. Dans les pratiques que j'ai mentionnées, vous pouvez avoir entendu des choses. Comme les furies et les drags brouillent un peu les repères traditionnels, notamment ceux du genre, la sexualité et l'apparence aussi, ça met en exergue que nos identités sont construites et sont pas du tout innées. Les deux communautés sont souvent stigmatisées à travers une lecture sexualisante ou fétichiste. Les furies sont parfois réduites à des pratiques sexuelles marginales malgré qu'une large partie de la communauté insiste sur les dimensions identitaires, créatives et communautaires. Les drags sont associés à une sexualité déviante ou provocatrice, surtout quand ils s'expriment dans des contextes publics comme des lectures pour des enfants ou des spectacles. La société dominante a tendance à diaboliser ce qu'elle ne comprend pas du tout. Surtout quand ça implique le corps, les désirs et l'imaginaire. Ça inquiète les conservateurs car il n'y a plus de frontières claires. Ils aiment bien les frontières. Il n'y a plus non plus de rôles sociaux et donc les rapports de pouvoir deviennent vachement plus flous. Et ça déstabilise les récits nationaux religieux qui ont souvent besoin de figures masculines ou féminines bien établies. L'un des meilleurs exemples, c'est le soldat américain qui a pris sa retraite
et par la même occasion balancer sur internet qu'il était Fury depuis le début. Les représentations dominantes construisent alors des stéréotypes négatifs, moqueurs et sensationnalistes pour fuir cette réalité. Les Furies sont représentés comme des gens bizarres déguisés en animaux pour s'accoupler, et les drags réduits à leur extravagance, au détriment de leur portée artistique, politique et culturelle. Ces caricatures nourrissent la peur, le rejet et parfois même des discours haineux, notamment dans certains médias conservateurs ou religieux. Si le vêtement c'est un outil d'oppression mais aussi d'expression, ça en va de même pour le voile religieux. Et il est souvent au cœur des débats publics en ce moment. On a pu voir récemment avec Gabriel Attal, oui encore lui, qui a renforcé les mesures préexistantes sur l'interdiction du port du voile dans les écoles. Perçu par beaucoup comme un symbole de soumission ou d'archaïsme, il est aussi pour beaucoup de femmes un acte de réappropriation de leur corps, mais aussi de leur identité spirituelle. Dans une société qui valorise la visibilité, le choix de se couvrir peut être une forme de résistance silencieuse et un refus d'être réduite à une image objectivée. Il serait donc réducteur de l'interpréter uniquement comme un signe d'aliénation, comme d'autres vêtements identitaires ou symboliques. Le voile peut être un acte politique, culturel ou intime, choisi librement tout en reconnaissant qu'il peut exister, dans d'autres contextes, des cas d'imposition. Ce double regard est essentiel pour sortir des caricatures et reconnaître la diversité des parcours et des intentions. Bonjour, moi c'est #NHQL et je fais des sketchs sur TikTok où je dénonce la vie des femmes voilées. Je porte le voile parce que c'est une obligation religieuse. Je vais vous dire que je n'ai jamais été forcée à le porter parce que pas ma mère, pas mon père qui m'a forcée à le porter. Genre parce que je vous vois venir, oui, elle a été forcée, oui, non. Ma mère était contre au début, elle voulait pas que je le porte. Parce qu'elle avait peur que les gens me rejettent, que j'ai moins de possibilités dans ce pays. Elle avait raison, parce que j'ai arrêté le basket à cause de ça. Et mon père, au début, il était pour, voilà. Il était juste pour. C'est moi, j'ai eu le choix de le porter. Je vais vous dire qu'en fait, je me mets à leur place, des fois. Et ça me touche, clairement, parce que, voilà, on est toutes dans le même cas. Et je ne comprends pas le fait qu'on soit rejeté parce qu'on porte un voile ou à cause de nos croyances. Mais j'en ai fait l'expérience parce que j'ai posté un TikTok qui a fait très polémique. Plus de 4000 commentaires, bientôt 5000 je crois. Et ça disait POV, t'es en France en étant une femme noire, musulmane et voilée. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires racistes où ça disait oui, retourne chez toi, t'as qu'à enlever ce voile, c'est ça le problème, et tout et tout. Moi, ça m'a mis un coup sur le moral parce que je me sentais pas très bien des fois. Genre, j'avais le moral à 0. Je peux vous le dire. Je restais forte. J'essayais de rester forte, mais il y avait ces commentaires qui me touchaient un peu. Voilà. En plus, c'était la première vidéo qui a fait très polémique, très polémique. J'ai même reçu des réactions vidéo. J'étais choquée parce que moi, c'est la première fois qu'une vidéo fasse autant parler. Du coup, voilà. Après, je suis très contente d'avoir participé à cette interview. Et je vous dis au revoir. Peace. Interdire à un citoyen dans l'espace public de montrer un signe religieux, eh bien c'est le contraire de la laïcité. Ça va à l'encontre de la liberté de conscience garantie dans la Constitution de 1905. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. Le débat sur le voile, il date pas du tout d'hier. En 89, il y avait l'affaire du Creil qui lance le premier grand scandale des filles qui sont rejetées parce qu'elles portent le voile. S'ensuit la loi de 2004 qui interdit les signes religieux ostentatoires, d'abord dans les écoles et puis maintenant chez les accompagnantes, que ce soit pour le burkini, le voile ou la baya. Mais derrière cette obsession française se cache souvent une vision univoque du voile, vue uniquement comme un outil d'oppression. Or, de nombreuses femmes musulmanes, comme Hanan Karimi, ou Rokhaya Diallo rappelle que choisir de se voiler peut être un acte d'émancipation spirituelle ou politique, dans une société où les corps féminins sont constamment exposés et sexualisés. Il est important de reconnaître quand même que le voile est utilisé comme outil de soumission dans certains pays. Mais par contre, en France, c'est toujours un choix. Donc interdire le voile dans l'espace public, c'est imposer une norme, sous prétexte de liberté. C'est oublier qu'on peut choisir la pudeur autant que l'expression. Le débat sur le vêtement ne se limite pas à l'école et aux marges sociales. Il concerne aussi les lieux de pouvoir. En 2023, Éric Ciotti voulait renforcer le code vestimentaire à l'Assemblée nationale. Il veut que tous les députés portent une tenue républicaine stricte sous peine de sanction.
Dans cette injonction de style vestimentaire, il s'agit encore une fois de modeler l'image publique. Les élus ont les codes implicites de l'image de la respectabilité. Cette volonté de normalisation visuelle n'est pas anodine. Elle s'adresse autant aux députés eux-mêmes qu'au regard des citoyens, transforme l'habit en outil de légitimation symbolique. Le message est clair, seuls certains corps sont jugés dignes de représenter la nation. C'est une forme subtile de contrôle idéologique par l'apparence. En vérité, cette exigence traduit une peur de la dissonance visuelle face à un peuple qui est censé être uni. Mais qu'est-ce qu'on fait des identités plurielles, des identités alternatives, ou même des codes vestimentaires divers? Et ici, le vêtement redevient un masque imposé pour le récit du pouvoir républicain. La proposition de renforcer le code vestimentaire à l'Assemblée nationale défendue par Éric Ciotti a rencontré une opposition vive, notamment du côté de la France insoumise. Alma Dufour, Clémentine Autain et Louis Boyard ont critiqué ce qu'ils perçoivent comme une tentative de réinstaurer un ordre symbolique élitiste en imposant la cravate et les codes vestimentaires bourgeois. Ça peut paraître très superficiel, mais ça montre qu'en vérité, il y a encore des gens qui ne sont pas acceptés dans la société. Vouloir imposer les tenues formelles, c'est vouloir effacer des marques de classe, d'origine, de culture, ou même d'opinion pour éviter de troubler l'image lisse de la République, prétendument au-dessus du particularisme. Dans d'autres parlements, cette obsession n'existe pas. Au Royaume-Uni ou en Suède, les députés ont plus de liberté dans leur apparence. Ailleurs, comme en Iran, le vêtement est strictement codifié par l'idéologie dominante. La France, en prétendant être neutre, oscille entre ces deux extrêmes, sans toujours l'assumer. Ce qui est en jeu avec l'uniforme scolaire et l'Assemblée nationale, c'est pas juste une question de style ou de discipline. C'est une lutte contre le contrôle des apparences, mais aussi des identités. Imposer une tenue, c'est aussi formater des subjectivités, éteindre les voix dissonantes. Pourtant, des résistants émergent, souvent à la marge par le biais du maquillage, des déguisements, des masques ou de la mode expérimentale. Ces pratiques montrent que le vêtement peut être un outil d'insoumission autant qu'un outil d'oppression. Il est donc crucial de défendre l'espace d'expression corporelle, en particulier à l'adolescence, âge de tous les bouleversements. C'est encore Michel Foucault qui disait dans Surveiller ou punir, le corps est directement saisi dans le champ politique, le pouvoir s'exerce sur lui immédiatement. Il l'investisse, le marque, le dresse, le supplie, le torture, le force à des tâches, l'oblige à des cérémonies, exige de lui des signes. En gros, ce qu'on impose au corps, on le propose aux esprits. Une société vraiment libre, c'est une société où les corps arrêtent d'être formatés pour correspondre à une vision unique de l'humain. C'est pas en uniformisant les corps qu'on construit une société plus unie, c'est en leur laissant l'espace d'exister tels qu'ils sont, dans leur pluralité, leurs contradictions, leurs choix. Le vêtement, au fond, ne devrait jamais être un mur, il peut être une passerelle. Donc l'imposition de l'uniforme à l'école, l'interdiction du port du voile, la diabolisation des furies et des dragues, c'est pas du tout anodin. On tente de formater les enfants à une forme de perfection, alors qu'aujourd'hui c'est ce qui alimente le plus le harcèlement et les complexes. Le vivre ensemble, c'est pas imposer son mode de vie aux autres. C'est accepter que tout le monde a un mode de vie différent et qu'il faut vivre avec. Salut, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez retrouver les TikTok des gens qui ont témoigné directement dans la description de la vidéo. J'ai quelques mots à vous dire avant que ce soit fini, c'est pour ça qu'il y a le générique à côté, machin. J'arrête YouTube pendant une certaine période. La personne avec qui je suis aujourd'hui m'a poussé à me dire que je pouvais faire mieux. Et surtout qu'en ce moment je prends une vraie direction politique, on va pas se mentir, que ce soit en parlant de films ou de faits de société. Rien qu'ici j'ai pris une position claire sur les politiques, sur l'uniforme à l'école en fait. Et on peut croire que c'est juste une réforme comme ça, sauf que je vous assure que ça va plus loin. Mais quand j'élaborerai, vous verrez. Sauf que je vais pas juste préparer des nouvelles vidéos, je vais préparer de vrais formats. En fait, je vais changer ma chaîne pour en faire un vrai média. Un média qui va parler cinéma, qui va parler loi, politique, fait de société, rhétorique de langage, tout ça dans plusieurs émissions. Ici, je me suis fait avoir parce que j'ai beaucoup trop de trucs à faire et du coup, j'ai rien préparé. Tandis que là, je vais pouvoir commencer à écrire, vraiment m'attarder. Logiquement, je vais reprendre en janvier, donc je vais perdre pas mal d'abonnés. C'est pour ça que n'hésitez pas à repartager, regardez tout ce que je fais sur ma chaîne. Au pire, faites-la vivre sans moi, s'il vous plaît. Il y a moyen quand même que je poste à des moments très random du coup. Si vous voulez voir vraiment ce que je fais, allez sur TikTok. Ça, je vais continuer à poster à fond comme un cochon. Merci encore à ceux qui ont témoigné, merci à ceux qui sont là depuis le début et merci à ceux qui seront là dans les années à venir. Là, c'est que le début, parce que je commence vraiment à lancer un truc et je vais avoir besoin de vous pour faire en sorte que ça marche. Alors merci d'avoir été là.